Salut, aujourd'hui je te propose de corriger un exercice de MPSI MP2I sur les relations binaires et qui traite de la notion de groupe. Si tu n'as pas encore traité la notion de groupe et de sous-groupe, elles te sont rappelées dans ce que j'ai appelé des rappels de cours. Tu n'as qu'à considérer que ces définitions font partie de l'énoncé pour traiter le problème. Sinon, si tu as traité la notion, tu es censé pouvoir traiter le problème sans qu'on te rappelle ces définitions. Ok, donc on va prendre connaissance de l'exercice. On considère G étoile un groupe, H un sous-groupe de G, le neutre de G on le note E. On appelle le cardinal ou le groupe ou l'ordre d'un groupe, le nombre d'éléments dans ce groupe et on le note K entre barres. Il se note aussi hashtag K ou dièse K. Donc on doit démontrer en première question que l'on définit une relation d'équivalence sur G en posant X équivalent à Y, que ça veut dire que X étoile Y moins 1 reste dans H, avec X et Y dans G. Ensuite, on doit trouver l'ensemble auquel est égale la classe de E, noté CLE. On fixe un X dans le groupe et on considère l'application F, qui est en fait une Fx, elle dépend de X cette application, puisqu'on a fixé X et que X intervient et qu'elle fait juste, elle prend en entrée un Y et elle restitue quelque chose qui est fonction de X. Donc on doit montrer que F est injective, puis que son image c'est la classe de X. En quatrième question, on démontre deux résultats intermédiaires qui servent à montrer que les classes d'équivalence forment une partition du groupe. On suppose ensuite que le groupe est fini, c'est-à-dire que son ordre est inférieur strictement à l'infini, et que son ordre, on va le noter n, avec n dans grand N, étoile. On impose que cette condition impose que h est également fini, et on note son ordre k. On se demande à quoi est égal le cardinal de la classe de x et on en déduit le théorème de Lagrange, c'est que k divise n et pour faire ça on peut noter m le nombre de classes d'équivalence distinctes dans H. Donc si on prouve tout ça, on aura montré le théorème de Lagrange, c'est-à-dire que pour tout G étoile groupe fini, l'ordre de tout ce groupe H divise l'ordre de G. Je vais maintenant faire des rappels de cours donc sur les notions de groupe et de sous-groupe. Donc si tu connaissais pas ces notions, tu n'as qu'à considérer que ces rappels font partie de l'énoncé. Sinon, tu es censé pouvoir traiter le problème sans que je rappelle ces notions. Ensuite, je ferai des rappels plus généraux sur des notions qui sont convoquées dans l'énoncé et que tu es censé maîtriser. Mais bon, je les rappelle pour que tu comprennes mieux le problème. Ok, donc on commence. Qu'est-ce qu'un groupe? Un groupe, c'est G étoile, c'est un monoïde, c'est-à-dire que G est un ensemble et étoile est une loi de composition interne sur G, c'est-à-dire que c'est une application qui a deux éléments de G va associer un élément dans G. Donc c'est pour ça qu'on parle d'opération qui reste interne, c'est-à-dire que si je prends deux éléments dans G, eh bien le produit, le résultat de cette application va rester dans G. Et donc il y a une propriété très forte des groupes, c'est que tout élément d'un groupe est inversible, c'est-à-dire que pour tout x dans G, il existe un y dans G tel que x étoile y égale y étoile x égale E, où E c'est le neutre du groupe. Et pour un tel x, pour un certain x, eh bien un tel y qui inverse x, on le note x-1 pour des aspects de rédaction. Il y a une propriété que tu dois connaître, c'est que s'ils existent, le neutre et l'inverse d'un élément donné sont uniques. Donc voilà, c'est à savoir, je ne le redémontre pas ici, mais c'est fait dans ton cours. Voilà, maintenant j'introduis la notion de sous-groupe, donc on considère G étoile un groupe, on considère H inclus dans G, et on dit que c'est un sous-groupe de G s'il contient le neutre, et s'il est stable par produit, c'est-à-dire que si je prends deux éléments x et y de H, et bien le produit x étoile y reste dans H. S'il est également stable par inverse, c'est-à-dire que si je prends x dans H, et bien son inverse, x-1, doit rester dans H. Donc ces deux conditions, elles peuvent être regroupées en une seule, c'est que pour tout x et y dans H, alors x étoile y-1 reste dans H. Là, on retrouve la stabilité par produit, puisqu'on fait un élément fois un élément, et la stabilité par inverse, puisqu'on considère l'inverse d'un élément qui est dans H. Ok. Maintenant, je vais passer à des notions que tu es censé maîtriser, peu importe peu importe ce que tu as fait jusqu'à présent.
Donc, premièrement, je vais rappeler ce qu'est une relation d'équivalence. Donc, c'est une relation binaire, notée petite vague sur G, où G c'est un ensemble, et qui vérifie les propriétés suivantes. La réflexivité, c'est-à-dire que pour tout x dans G, x est équivalent à lui-même. La transitivité, c'est que si x, y, z sont dans G, alors, et si on suppose que x est équivalent à y et que y est équivalent à z, alors x est équivalent à z. Enfin, la symétrie, c'est que si je prends deux éléments quelconques et que l'un est équivalent à l'autre, alors l'autre est équivalent à l'un. Donc, toutes ces notions, elles se comprennent quand on considère d'un point de vue sémantique qu'est-ce que veut dire être équivalent. Je suis équivalent à moi-même, c'est la réflexivité. Si un objet est équivalent à un autre qui est équivalent à un troisième objet, eh bien le premier objet est équivalent au troisième. Et de la même manière, si le principe même de l'équivalence, c'est que si un objet est équivalent à l'autre, eh bien l'autre objet est équivalent au premier. Donc voilà, si on considère ce que ça veut dire être équivalent d'un point de vue à l'oral, quoi, eh bien on retrouve, on arrive à comprendre ces trois points qui peuvent être abstraits. Ensuite, qu'est-ce qu'une classe? Une classe, c'est donc on fixe x dans G et on considère la classe de x, notée CLx, c'est l'ensemble des éléments qui sont équivalents à x, c'est-à-dire l'ensemble des y dans G, tel que y soit équivalent à x. Maintenant, on considère la notion d'injectivité, donc on prend i et j deux ensembles et on considère une application qui va de i dans j, qu'on appelle f, et on dit que cette fonction f, cette application f, elle est injective si je prends x et y dans i, et que je suppose f de x égale f de y, alors x est égal à y. Cette partie-là, on peut la contraposer et dire que si x est différent de y, alors f de x est différent de f de y. Ces deux énoncés ont la même valeur de vérité, mais seulement il est plus pratique de travailler avec celui-là. Disons que celui-là permet de faire une interprétation avec des ensembles plus faciles. Ok, et enfin une autre notion, la notion de partition. Donc on considère x un ensemble et on considère un ensemble P de parties de x et on dit que c'est une partition de x si peu importe le y dans P, y n'est pas l'ensemble nul, l'ensemble vide, pardon. Si la réunion de ces parties donne x, et enfin si les parties sont 2 à 2 disjointes, c'est-à-dire que si je prends y et y1 et y2 dans P, et que y1 est différent de y2, alors l'intersection y1 inter y2 est l'ensemble vide. Donc en fait une partition c'est un moyen préférentiel pour décrire un certain ensemble, ici c'est pour décrire l'ensemble x, et c'est une notion que tu vas retrouver en probabilité, donc tu dois la maîtriser. On va montrer que le signe équivalent constitue une relation d'équivalence sur G, et pour ça il n'y aura pas besoin de ruser, on va tout simplement vérifier chacun des points et montrer que la relation d'équivalence les vérifie. Donc, premièrement, avant toute chose, en fait, on va fixer x, y, z dans G3 pour gagner du temps dans la rédaction plutôt que de dire ah, ben, soit x dans G, soit x, y dans G2, soit x, y, z dans G3. Ok, comme ça, on les fixe une bonne fois pour toutes et on gagne du temps. Premièrement, on va montrer la réflexivité, on va montrer qu'on a forcément x équivalent à x. Ok, ben pour ça, x équivalent à x, ça veut dire quoi? Ça veut dire x étoile x moins 1 appartient à h. Mais x étoile x moins 1, ça veut dire E appartient à H. Bon, est-ce que ça c'est vrai? Oui. Parce que le neutre est toujours dans H. Donc on va partir de ce fait et montrer que on a x équivalent à x. Donc, comme H est un sous-groupe, il contient le neutre, ben de là, on en déduit que E est dans H, et ben E c'est rien d'autre que x étoile x moins 1. Et bien ça, c'est dans H, et ben, ça veut dire que x est équivalent à lui-même. Donc on a prouvé la réflexivité. Donc attention au sens de rédaction, c'est bien ce que je dis, il ne faut pas partir de ça et dire ah ben oui, E est dans H, et ben non, c'est une faute de logique. Il faut vraiment partir de quelque chose qui est vrai, E est dans H parce que H est un sous-groupe, et de là on en déduit ça. Pour la transitivité, eh bien on suppose que x est équivalent à y et que y est équivalent à z. Et maintenant on va montrer que x est équivalent à z. Donc, comme x est équivalent à y et y est équivalent à z, on en déduit en fait, tout simplement par définition, que x étoile y moins 1 est dans h, et y étoile z moins 1 est dans h également.
Ok, et bien là, on va essayer de tuer les y-1 et les y. Et bien ça, pour faire ça, en fait, on va devoir conjuguer au sens du produit ces deux quantités. Mais comme H est un sous-groupe, et bien il est stable par le produit, donc on a le droit de le faire et ça va rester dans H. Donc là, c'est ce que je dis, c'est que comme H est stable par produit, et bien le produit de ça avec ça, ça va rester dans H. Ouais, mais y étoile y-1, ça va se barrer parce que ça va faire le neutre, et le multiplié par le neutre, ça revient à multiplier par quelque chose qui ne change rien. Donc en fait, on en déduit que x étoile z-1 est dans H, et ben ça veut dire que x est équivalent à Z, pardon, x est équivalent à Z. Donc on a bien montré la transitivité. Maintenant, on passe à la symétrie, c'est-à-dire que si x est équivalent à y, eh bien on montre que y est équivalent à x. Donc on suppose ça. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? X étoile y-1 est dans H. Ok, et bah comme H est stable par inverse, et bien je vais montrer que y étoile x-1 est dans H. Ce qui veut dire que y est équivalent à x. Et ça c'est ce que je dis, c'est que comme h est stable par inverse, et bah ça, le tout puissance moins 1, c'est équivalent à h. Alors attention, l'inverse ne se distribue pas comme ça, hein. C'est vraiment, c'est ce que j'écris ici, c'est que ça va permuter les deux éléments. C'est y-1 puissance moins 1 étoile x-1. Vraiment, ça permute les éléments, l'inverse, attention. Donc ça c'est y, et donc on a montré que y étoile x-1 est dans h, et donc y est équivalent à x. Donc par conjonction de A, B et C, on a donc montré que équivalent est une relation d'équivalence sur G, et on encadre fièrement le résultat. À quoi est égale la classe de E? Et bien pour ça, on va tout simplement écrire la définition de la classe de E. Et bien c'est l'ensemble des x dans G tel que x est équivalent à E. Mais x est équivalent à E, qu'est-ce que ça veut dire par définition de l'équivalence? Ça veut dire que x étoile E-1 reste dans H. Bon, mais E-1 c'est E, et x étoile E, ça fait x. Donc en fait, c'est l'ensemble des x dans G tel que x soit dans H. Bon, bah ça en fait, ça va faire l'ensemble des x dans H, parce que H est dans G, donc c'est plus spécifique d'être dans H que d'être dans G. Donc la classe de E c'est H, et je précise car H est inclus dans G, car H est un sous-groupe de G, et donc ça conclut que la classe de E c'est H. Et on encadre parce qu'on est fier de ce qu'on a montré. On peut maintenant passer à la question 3. Donc pour des aspects de rédaction, on fixe x dans G et on recopie la définition de f. Ensuite, on dit qu'on veut montrer que f est injective. Donc pour ça, on va se donner x et x' dans H2 et supposer que f de x égale f de x', et on va alors montrer que x égale x'. Donc pour ça, on remplace la définition de f de x et de f de x'. Ça veut dire f de x égale f de x', ça veut dire y étoile x égale y étoile x'. De là, en fait, on veut montrer que x égale x'. Donc pour ça, on va essayer de tuer le y à gauche pour avoir x égale x'. Mais ça, en fait, en tuant le y, ça veut dire multiplier par y-1 à gauche, donc multiplier par l'inverse de y. Mais c'est bien de dire que l'inverse de y existe parce qu'on est dans un groupe. Il faut le dire au moins une fois pour montrer qu'on a bien compris ce qu'il se passe. Donc comme G est un groupe, y-1 existe, mais alors en composant par y-1 à gauche, eh bien on va avoir y-1 étoile y étoile x égale y-1 étoile y et étoile x'. Donc on a tué les y et il va rester x égale x'. Et donc on a montré que f était injective puisqu'on est parti de ça et on a montré ça pour tout x et x' dans H2. Montrons maintenant que l'image de f, eh bien, c'est la classe de x. Pour ça, on va faire une double inclusion. Donc on va considérer un élément de l'image de f, il s'écrit sous la forme f de truc, où ce truc en question, c'est y dans h. D'accord ? Maintenant, on remplace par la définition de f, eh bien, z égale f de y, c'est z égale y étoile x, en remplaçant par la définition de f. Maintenant, nous, on veut montrer que ce z, il est dans la classe de x. Donc ça veut dire qu'en fait, z est équivalent à x. C'est-à-dire que z étoile x moins 1 est dans h. Bon,
Là, on voit que si on compose par x-1 à droite, on va tuer le x ici, mais surtout, ici, on va voir z étoile x-1 égale y, en fait. Et z étoile x-1 égale y avec y dans h. Donc z étoile x-1 va être dans h. Et donc là, on aura montré que z est équivalent à x. Ok, donc l'idée, ça va être de composer par x-1 à droite. Donc en multipliant par x-1 à droite, on montre que z étoile x-1 égale à y avec y dans h. Donc ça veut dire que z étoile x-1 est dans h. Donc ça veut dire que z est équivalent à x. Et donc on a montré que z est dans la classe de x. Réciproquement, on prend y dans la classe de x. Et on veut montrer... on va dire ce que ça veut dire, être dans la classe de x. Ça veut dire que y est équivalent à x. Ça veut dire que y étoile x-1 est dans h. Maintenant, on va montrer que il s'écrit sous la forme y égale f de truc. Avec ce truc, en fait, c'est un z dans h, et f de z, qu'est-ce que c'est? C'est z étoile x. Et donc nous, on veut montrer qu'il s'écrit sous cette forme. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une espèce de petite analyse synthèse. Soit on voit le bon candidat, soit on essaie de faire une analyse et une synthèse. On fait l'analyse, on considère un tel z et on l'exprime en fonction de y et de x. Pour ça, rien de plus simple. Je multiplie par x moins 1 à droite pour avoir z en fonction de y et de x moins 1. Donc soit un tel z, en multipliant par x moins 1 à droite, j'ai bien z égale y et étoile x moins 1. Et donc un tel candidat, il convient, il faut le préciser, parce qu'on cherchait un z dans h, et y étoile x moins 1, il est dans h, parce qu'en fait, y est équivalent à x, donc y étoile x moins 1 est dans h. Donc ça, il faut le préciser, attention. Ça sert de synthèse. Et donc, par double inclusion, on a prouvé le résultat voulu, c'est-à-dire, donc oui, bien sûr, y est dans la classe de x, et par double inclusion, on a montré que l'image de f est dans la classe de x. Maintenant corriger la question 4, donc on va montrer que pour tout x dans G, il existe un y appartenant à G tel que x appartienne à la classe de y. Donc on va fixer un certain x dans G, on va montrer qu'il existe un y qui appartient à G tel que x appartienne à la classe de y. Et en fait, naturellement, on va penser à prendre y égale x, parce que on sait que x est équivalent à x, puisque la relation d'équivalence est une relation d'équivalence. Donc elle est réflexive et en fait ça va fonctionner. Donc là, si on rédige rigoureusement, on dit que comme la relation d'équivalence est une relation d'équivalence par Q1, elle est réflexive, donc on a x équivalent à x. Donc en fait, x appartient à la classe de x avec x appartenant à g, donc on peut prendre un y égale x qui convient. Et donc on a résolu la question. On a montré que pour tout x appartenant à G, il existe un y appartenant à G tel que x appartient à la classe de y. Maintenant, on va prouver le second point, c'est-à-dire que on va prendre x et y dans G2 et on va montrer que non x équivalent à y implique que classe de x interclasse de y égale l'ensemble vide. Mais l'utilisation du non ici, ça doit nous faire penser à contraposer. Donc on va plutôt montrer la contraposée, c'est-à-dire qu'on va montrer que si l'intersection de la classe de x et de y n'est pas égale à l'ensemble vide, alors x est équivalent à y. Donc si ça c'est non vide, on peut prendre un certain élément dans l'intersection des classes, on va l'appeler z, et on va montrer que ça implique que x soit équivalent à y. Donc, comme z il appartient à la classe de x et à la classe de y, on en déduit que z est équivalent à x et que z est équivalent à y. On remplace ensuite avec la définition, ça veut dire que z étoile x-1 appartient à h et z étoile y-1 appartient à h. Donc là maintenant l'idée ça va être de montrer que x est équivalent à y, c'est-à-dire que x étoile y-1 est dans h. Donc pour ça, en fait, on va essayer de simplifier les z. Donc une bonne idée, ça va être de prendre l'inverse de ça pour faire apparaître le z-1 et en faire un produit. Donc comme h est un sous-groupe, il est stable par inverse, donc, ou plutôt prendre l'inverse de celui-là, mais c'est la même chose. Donc on prend l'inverse de cet élément qui donne x étoile z-1 et ça reste dans h car h est un sous-groupe. Et ensuite on va en faire le produit de cet élément là avec cet élément là et on va montrer qu'en fait
quand on fait le produit, vu que h est stable par produit, et bien ça fois du coup ça, et bien les z vont se simplifier et il va rester que x étoile y moins 1 est dans h, ce qui veut dire que x est équivalent à y, et donc on a prouvé le second point par contraposé. Maintenant, on déduit que ça forme une partition. Donc, on a montré dans la première question que pour tout x dans G, il existe un y appartenant à G tel que x appartient à la classe de y. Ça veut dire que pour tout x dans G, x appartient à la classe de y, à l'union des classes de y, avec y dans G. Et ça, en fait, ça veut dire que G est inclus dans l'union des classes de y. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a montré dans le point A. Bon, le truc c'est que l'inclusion réciproque elle est triviale dans la mesure où peu importe le y, la classe de y est inclue dans G. Donc, l'inclusion réciproque étant vérifiée, on a en fait G égale l'union des classes de y. Donc on a le deuxième point dans la définition, c'est que l'union des classes fait l'ensemble, le grand ensemble qu'on considère. Ensuite, on a montré que chaque classe était non vide car elle contient ce représentant. C'était le premier point. C'était que pour tout x dans G, il existe un y dans G tel que x appartient à la classe de y. Donc on a montré que chaque classe était non vide. Enfin, donc oui, ça c'est ce que je dis. Et enfin, le dernier point, c'est que par le point B, on a montré que les ensembles étaient 2 à 2 disjoints, parce que non x équivalent à y, ça veut dire que la classe de y et la classe de x et la classe de y sont différentes. Donc en fait, on a montré que les classes d'équivalence forment une partition de G, et donc on a conclu la question. On peut passer à la question 5, donc on va chercher ce à quoi est égal le cardinal de la classe de x pour tout x, donc on fixe un certain x dans G, et par la question 4, on se rappelle que la classe de x en fait c'est l'image de f, mais qu'est-ce que l'image de f? C'est les f de machin avec machin dans h, f de y avec y dans h. Et en fait, cette égalité, ça montre qu'il y a autant d'éléments dans la classe de x que dans h. C'est ce que j'écris. Et donc en fait on a montré que le cardinal de la classe de x c'est le cardinal de h, et donc c'est k compte tenu des notations qu'on a adoptées dans le problème. On va pouvoir en déduire le théorème de Lagrange. Donc pour ça, on a montré donc par la question 4 que les classes d'équivalence formaient une partition de G. Donc ça veut dire que G c'est l'union des classes de Y avec Y dans G, et ça, vu que c'est une partition, il n'y a pas de recouvrement, c'est-à-dire que dès que je prends un Y et que j'en considère la classe, eh ben on va pas prendre de doublons, on va pas prendre les choses qui sont contenues les éléments qui sont contenus dans la classe de Y, on va pas considérer leur classe puisqu'ils sont contenus dans la classe de Y. Donc c'est pour ça qu'on parle d'absence de recouvrement. Et de cette égalité, on peut montrer, c'est un raisonnement qu'on va utiliser très souvent en probabilité. On peut montrer que le cardinal de G, eh bien, ça va être la somme des cardinaux des classes de Y, avec Y dans G. Mais par la question, donc toujours sans recouvrement, et par la question précédente, on a montré que la classe de Y avec Y dans G, ça valait K, par la question précédente en fait. Donc ça c'est une constante, on peut le sortir de la somme, et il va rester la somme des y appartenant à G sans recouvrement de classe, donc en notant m le nombre de classes distinctes, attention, l'équation ça devient n égale mk, donc en fait on a montré que k divisé n, puisque n sur k égale m. Donc on a conclu le problème, avec m dans grand N, hein, bien sûr, donc on a conclu le théorème de Lagrange brillamment. Voilà, cette vidéo est finie. Donc on a montré un théorème assez élégant sur les groupes qui est très intéressant, et c'est vraiment le théorème fondamental sur les groupes. J'espère que ça t'a plu. C'était un exercice qui était plutôt sympa, je trouve. Et donc en ouverture, voilà, je t'explique que ce théorème peut être généralisé sous la formule des indices, que la réciproque du théorème de Lagrange est fausse, c'est-à-dire qu'il existe des groupes G étoiles d'un certain cardinal n qui admet des diviseurs D,
pour lequel G n'admet pas de sous-groupe d'ordre D. Voilà, donc la réciproque est fausse. Par contre, on a des réciproques partielles avec les groupes de Sylow par exemple, mais on n'est pas là pour traiter cette notion. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, à liker bien sûr, ça me donne beaucoup de courage. Et à bientôt pour de nouvelles découvertes mathématiques ou physiques.